très honorée de participer dans ce colloque et un grand merci aux organisateurs de ce colloque d'avoir de donner cette possibilité de présenter le sujet, l'influence de la poésie de Shah Ismail sur l'identité azerbaïdjanaise. Alors, avant d'aborder le sujet, j'aimerais préciser deux points. Tout d'abord, quand je parle de l'influence de la poésie, c'est prédéterminé par la personnalité de l'auteur, en l'occurrence de Shah Ismail, qui est également et tout d'abord le leader politique et spirituel dans l'État des Safavides. Et deuxièmement, dans le concept de l'identité nationale, je vais me concentrer notamment sur l'aspect linguistique de celui-ci. Alors pourquoi la langue ? Parce que les spécialistes de sociologie et des sciences politiques sont d'accord que la langue joue un rôle primordial dans la conscience nationale. Il est important de noter le rôle de la langue dans la formation de l'identité d'un groupe, ethnie, nation, qui renforce le sentiment d'appartenance des individus à ce même groupe. C'est d'autant plus vrai au sujet de l'identité azerbaïdjanaise où la langue turque de dialecte azerbaïdjanais occupe une place centrale. Pour un pays qui restait sous la dominance des grands empires pendant des siècles, préserver la langue maternelle s'avère une tâche compliquée. À cet effet, il est indispensable de souligner le rôle que Shah Ismail Rataï a joué dans le développement de la langue turque, ainsi dans la formation de l'identité azerbaïdjanaise. Dans le premier temps, j'aborderai le sujet de l'identité azerbaïdjanaise sur l'angle de la langue turque. Ensuite, je voudrais développer le sujet autour des réflexions sur l'usage de la langue turque en tant que la langue littéraire et officielle pendant le règne et par Shah Ismail Rataï. Donc, le nationalisme émergé en Europe, surtout sous l'influence de la Révolution française, commence à se sentir au Caucase du Sud dès la fin du XIXe siècle. À cette période, chez les Azerbaïdjanais, longtemps appelés les Tartares, les Tatars, les musulmans du Caucase, les Turcs du Caucase, s'émerge le sentiment d'appartenance à une nation. Donc, l'appellation des Tartares ou des Tatars du Caucase commence officiellement par l'ordonnance de Tsar Nikolai en 1828. Et donc, la naissance de la média dans la langue maternelle, notamment la publication du journal Akinci. Akinci, en français, ça veut dire paysan. C'était un journal qui était publié dans un langage très simple pour que ça soit accessible à toute la population. Et ensuite, la publication de Mullah Nasreddin, très important. Mullah Nasreddin, donc il s'agissait du journal satirique. Mullah Nasreddin est un nom de personnage du Moyen-Âge très connu en Azerbaïdjan, mais aussi dans tout le monde arabe musulman, surtout sous le nom de Nasreddin Hoja. Surtout pour ses anecdotes très savoureuses. Donc, c'était un moyen de transmettre les messages à la population sur les divers sujets politiques. Et alors, donc, déjà au début du XXe siècle, les discours des intellectuels et politiciens azeris démontrent clairement qu'à cette époque, on peut d'ores et déjà parler de l'identité azerbaïdjanaise à part entière. Ici, j'aimerais vous présenter, par exemple, une partie du discours du 3 mai 1917 au Congrès du musulman de la Russie que Mohamed Amir Rasouzadeh a exprimé. Donc, Rasouzadeh, l'intellectuel azerbaïdjanais qui deviendrait plus tard le chef de gouvernement de la Première République azerbaïdjanaise. Il parle de l'importance d'être tout d'abord turc, ensuite musulman. Donc ici, il s'agit donc du rejet du concept du moi qui était dominant dans l'Azerbaïdjan de cette époque. Il souligne également les différences même entre les pays turcs eux-mêmes. Donc c'est du qui a été cité dans l'ouvrage de l'historienne azerbaïdjanaise Jamil Assamni, intitulé « La politique étrangère de la République azerbaïdjanaise ».
Alors, après la révolution russe de 1917, la disparition de l'Empire russe permet au pays sud-caucasien, également à l'Azerbaïdjan, de proclamer son indépendance, même que ça n'allait pas durer très longtemps, hein, juste 3 mois. Donc, la langue officielle de cette première république fut la langue turque. Donc, la fondation de la première république azerbaïdjanaise a donné la possibilité aux Azerbaïdjanais d'exprimer politiquement, d'exprimer leur identité nationale. Ensuite, il y a une période soviétique. Quelles sont les évolutions de la langue azerbaïdjanaise? Donc, deux points importants. Première problématique de l'alphabet. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de chance avec l'alphabet puisque ça changeait pendant un siècle. On a vu changer l'alphabet en 1921. Il y avait une décision de changer l'alphabet, c'est-à-dire de l'arabe au latin ou turc. Donc c'était mis en œuvre à partir de l'année scolaire de 1925-26. Il faudrait aussi peut-être souligner le déroulement du congrès de turcologie à Bakou en 1926, qui a joué un rôle important, la présence des spécialistes turcs à Bakou qui ont parlé de l'importance de changer l'alphabet, puisque quand même l'alphabet arabe, il ne correspondait pas très bien, il n'était pas très adapté à la langue turque. Et ensuite, c'est très compliqué. C'est voyelle. Voilà, pour simplifier, donc voilà. Mais pour titre informatique, l'alphabet latin en Turquie qui a été mis en œuvre en 1928. Donc il y a... Après. En revanche, en 1939, le pouvoir soviétique décide de changer l'alphabet. Est-ce que c'est parce que la Turquie est l'alphabet latin? Ce que pensent les politiciens? Parce que voilà, il ne faut pas que la Turquie et l'Azerbaïdjan soient trop proches. Donc en 1939, le passage du latin au cyrillique. Mais une fois que l'Azerbaïdjan redevient indépendante, donc en 1991, il y a décision tout d'abord du Parlement, ensuite du président, de changer déjà l'appellation de la langue. Je vais vous en parler un peu en détail plus tard. Aussi de changement de l'alphabet qui redevient latin. Ce qui est intéressant, par exemple, les personnes âgées, ils se rappelaient encore de ce alphabet latin. Un exemple que je peux vous donner, ma grand-mère qui écrivait uniquement en latin. Donc, elle n'a jamais appris cyrillique. Donc, quand on a passé à latin, on est arrivé déjà à lire ce que les grands-mères disaient pour faire des courses, par exemple. Voilà. Donc, casser le moral déjà. Et la langue officielle dans les constitutions, pendant l'Union soviétique, pendant 2 premières constitutions, il n'y a aucune mention de la langue officielle. Après, c'est aussi en correspondance, en conformité avec l'idéologie, hein, qu'il n'y a pas une langue dominante. Par contre, dans la constitution de 1978, il y a une mention que la langue officielle est la langue azerbaïdjanaise. Pendant l'indépendance, le président de la République donne le décret sur l'appellation de la langue en tant que langue turque. Mais ensuite, il y a des débats. Avant l'adoption de la Constitution, on décide d'appeler la langue en tant que langue azerbaïdjanaise. Il y a des raisons politiques, pratiques pour cette décision. Si vous voulez bien, on peut en discuter plus tard, à la fin de la présentation. Alors, ensuite, voilà, il y a pas mal de décrets qui ont été adoptés par rapport au sujet de la langue. Un décret très intéressant de 2001 sur le développement de la langue et de son application. Donc ici, je cite, ici on parle de lien de la construction de la langue officielle avec le processus de la construction de l'État. Donc l'importance de la langue officielle
pour la formation de l'identité étatique. On peut dire la même chose pour l'identité nationale, bien sûr. Donc ici, on peut dire que voilà, une base très importante de l'identité azerbaïdjanaise est en effet la langue turque. On appelle ça langue turque du dialecte azerbaïdjanais ou la langue turque tout simplement, ou la langue azerbaïdjanaise. Donc c'est une langue du groupe de la famille turque, Oghuz. Et donc, on voit ce lien avec la langue, avec les Azerbaïdjanais qui habitent même au-delà des frontières de l'Azerbaïdjan. Par exemple, après l'ouverture des frontières avec l'Iran, en 1989, on a vu, les gens étaient étonnés de voir les gens de l'Iran qui parlaient la même langue que eux. Malgré les liens de parenté, on avait déjà oublié qu'on a des parents, des relations là-bas. Donc, je peux dire la même chose par rapport des régions, certaines régions de la Turquie. Dans le cadre de ma thèse, j'ai effectué le séjour de recherche à Kars et Akdar, qui sont des régions frontalières de la Turquie. À Kars, il y a environ 40% des Azéris. Il y a des Kurdes, il y a des Turcs, mais Iğdır, c'est vraiment 50% Azéris, 50% Kurdes. Donc, à Kars, on entendait déjà le turc qui était un peu plus proche au dialecte azéri. On dit azerbaïdjanais, en Turquie on préfère dire azéri. Donc voilà, mais ce qui est intéressant, on m'a parlé des festivals des Aşık qui se déroulaient à Kars chaque année au printemps. L'année prochaine. Donc c'est dommage que je n'ai pas pu y participer puisque mon séjour était en avril. Je pense que c'était en mars, des festivals. Voilà. C'est dans le période de notre... Voilà. Et également, j'ai pu voir des petits qui participaient au concours de la danse caucasienne. On l'appelle danse caucasienne, mais c'était les concours de la danse azerbaïdjanaise. Avec les costumes traditionnels, c'était vraiment magnifique de voir en Turquie des traditions purement, je dirais, azerbaïdjanaises. Et tous les gens qui te parlaient dans les langues, enfin, dans le dialecte azéri, surtout à Iğdır, il y a, en fait, si vous voulez, c'est plus proche à l'original, hein, puisque j'imagine la proximité géographique joue aussi un rôle important, et surtout les gens qui me demandent de parler uniquement l'azerbaïdjanais. Voilà. Donc, effectivement, on voit que la langue commune joue un rôle important dans le sentiment de proximité. Et donc, pour l'usage de la langue turque, déjà des 11e, 10e siècle, il y a une turcification de la région azerbaïdjanaise. L'usage commence à se répandre, surtout pendant les périodes des États d'origine turque, Karakoyunlu et Akkoyunlu. Ensuite, c'est surtout pendant l'état des Sélafites qu'on voit un véritable développement de la langue turque dans le domaine officiel, littéraire, culturel, religieux, etc. Donc, Shah Ismail, fondateur de l'État des Séfavides, est connu non seulement en tant que leader politique et spirituel, mais également en tant que poète qui a écrit entre autres le divan dans la langue turque. Afin de comprendre le rôle de la poésie sur l'identité azerbaïdjanaise, il faudra tout d'abord peut-être voir l'importance des Séfavides pour l'Azerbaïdjan. Parce qu'il y a Shah Ismail qui est couronné en tant que Shah en Azerbaïdjan à Tabriz en 1501, largement soutenu par les tribus turcomanes, principalement des Kızılbaşı. Selon nous, les trois facteurs liés à l'époque des Séfavides, et plus particulièrement à celle sous le règne de Shah Ismail, sont extrêmement importantes vis-à-vis de l'histoire azerbaïdjanaise. Tout d'abord, pour la première fois, c'est pendant les Séfavides que le territoire azerbaïdjanais se voit réuni sur la même gouvernance. Ensuite, la religion des Séfavides
le chiisme fut largement répandu en Azerbaïdjan et aujourd'hui la majorité des Azerbaïdjanais sont en fait des chiites. Enfin, l'usage de l'azéri s'est élargi jusqu'à l'armée et la cour, qui n'était pas le cas avant les Safavides. Alors, sur les ethnies, sur les origines ethniques de l'État safavide, je ne veux pas en parler, manque de temps. Par contre, il y a beaucoup de recherches effectuées, surtout par les spécialistes tels que Farouk Shumer ou Oktay Efendiev, qui montrent bien les origines au moins de militaires, de l'armée de Safavides. Il y a beaucoup d'évidence des origines turques aussi de Shah Ismail, même que c'est une question qui reste encore problématique, qui se discute encore dans le milieu académique. Ensuite, donc, l'usage de la langue qui peut être observé, par exemple, dans les cérémonies religieuses. Vous savez, pour les chiites, le mois de Muharram et le 10e jour, Ashura est très important. Et pour cette cérémonie, Shah Ismail, il participait personnellement. Et il y avait un bouquin, un ouvrage appelé Livre des martyrs, qui était lu pendant cette cérémonie, qui était écrit en persan. Shah Ismail qui ordre la traduction de cet ouvrage pour ce que les tribus Kızılbaşı comprennent, puisque les Kızılbaşı ils ne comprenaient pas, ils ne parlaient pas la langue persane. Donc justement, pour que eux ils participent dans la vie culturelle, religieuse et politique, Shah Ismail encourage les traductions des ouvrages, l'écriture des poèmes en turc, etc. Donc, alors, pour la langue diplomatique, en tant que langue diplomatique, la turque était utilisée aussi. On voit les lettres rédigées en persan, mais également il y en a qui sont rédigées en turc. Il y a des autres, par exemple, un des spécialistes, Hassan Javadi, qui a découvert un décret de Shah Ismail sur la désignation d'un des gouverneurs locaux, Ahmed Agha-Garamanlı, qui était rédigé en turc. C'était un décret très important, fait en 2012. Il a utilisé le mot, donc Abul Muzaffar, c'était son pseudonyme, Sözümüz. Donc au lieu de mot fermant, il a préféré d'utiliser Sözümüz, la parole, notre parole. Ensuite, au sujet purement de la poésie de Shah Ismail, donc on sait que Shah Ismail il signait ses œuvres de pseudonyme Hatayi ou Ratayi. Ses œuvres constituent un grand recueil de poésie lyrique en langue azerbaïdjanaise. Et donc, ils sont de caractère moralisateur ou philosophique. Il y a des poèmes tels que Dahnameh, des lettres, ou Nasihatnameh, livre de phrases, sentences. Et donc, sous le règne de Shah Ismail, l'azerbaïdjanais devient la langue officielle, au même titre que le farsi. Et donc, la poésie de Hatayi, d'une belle élégance formelle, est proche de la langue populaire. Mais bénéficie en outre d'un exceptionnel raffinement stylistique. Ensuite, mais il y a aussi des questions à est-ce que ces poèmes ont été vraiment écrits par lui-même, ou parce qu'il y a des poèmes qui sont attribués au Beşiktaşi. Au secte de Beşiktaşi, il y a des spécialistes, à l'occurrence Mansouri, qui indiquent que voilà, l'auteur, c'est pas lui-même, etc. Mais il y a d'autres spécialistes qui sont Araslı, Turkan Ganjay, etc., qui disent c'est lui qui est l'auteur. Et la première mention en tant que Shah Ismail, en tant que poète, c'était indiqué dans l'ouvrage de son fils, Sam Mirza, disant que lui, il était l'auteur de poètes écrits en persan. Donc, ça nous donne l'idée
il écrivait également en persan, sauf qu'on n'a pas des exemplaires en persan aujourd'hui. Alors, donc, pour les caractéristiques de la poésie de Shah Ismail, on peut voir qu'il y a de fluidité et de clarté dans ces poèmes. Et dans l'ouvrage de History of Persian Literature, Brown, il compare les poèmes qui étaient écrits par Shah Ismail et ceux qui étaient écrits par Sultan Salim, donc sultan de l'Empire ottoman. C'est très intéressant de voir parce que les deux, ils étaient des poètes, sauf que Sultan Salim, il écrivait en persan, mais Shah Ismail Hatayi, il écrivait en turc. Et Minovski, un des spécialistes, des premiers spécialistes qui a fait analysé la poésie de Shah Ismail, il expliquait ça surtout par les raisons politiques, parce que l'objectif de cette poésie de Shah Ismail, oui, bien sûr, il parlait des idées humanistes, de religion, de politique, mais c'était surtout encourager ses partisans pour leur donner cette possibilité de se noyer de cette vie culturelle, religieuse en Azerbaïdjan. Alors, pas aussi renverser la dynastie ottomane, carrément. Renverser la dynastie ottomane. J'écris en turc, je suis compris en Anatolie. C'est moi votre vrai sultan. Même dans les échanges des courriers, il y a des lettres qui sont rédigées avec Sultan Salim et Shah Ismail aussi, Shah Tahmasib et Sultan Salim et les autres sultans de l'Empire ottoman. Il y a des échanges qui... Le Sultan Salim est écrit en persan, disant c'est moi qui devrais être le maître de l'Iran. Et Shah Ismail écrit en turc, c'est moi qui devrais être le maître chez vous. En fait, et peut-être en lien avec l'art des archives, Shah Ismail en même temps, il était surtout protecteur de l'art des archives, parce que à part des poèmes classiques, il écrivait aussi des poèmes, il les adaptait pour que les archives les chantent sous version des vers. Même il y a un spécialiste azerbaïdjanais qui parle des archives qui chantaient non seulement pendant les fêtes, mais également pendant les batailles. Donc voilà. Et donc j'aimerais vous réciter peut-être une petite partie du poème Shah Ismail qui est rédigé tout d'abord en turc, ensuite je vais essayer de vous expliquer en français. Donc le poème qui s'appelle, c'est une forme de poème deraylı qui s'appelle bir söz, une parole. Söz vardır kestirer başı, söz vardır keser savaşı. Söz vardır ağlı aşı, bal ilan eder yağ bir söz. Donc ici on parle de la puissance de la parole qui peut te faire tuer, mais la parole qui peut cesser la guerre. Et ensuite, il y a un autre poème qui a été traduit en français par André Abril. Je l'ai trouvé dans l'ouvrage Azerbaïdjan, anthologie poétique, publié en 1978, qui s'appelle Mon lutte. Je me suis dit, ça peut être beaucoup plus en lien avec le sujet de colloque. Aujourd'hui, je n'ai pas pris mon lutte encore. Ma voix par degrés s'élève au firmament. L'homme pour vivre a besoin de 4 choses: science, parole, souffle et lutte en 8 ans. Ataï devant Dieu courbe aussi la tête. Le monde est beau comme une éternelle fête. 4 choses pour nous sans fin se répètent: la lune, le soleil, l'hiver, le printemps. Voilà.